Bonsoir, installez-vous, ça va mal finir. Alors ce soir, on a un enfant avec un bras et un visage dévoré. Une truie arrêtée et exécutée, des rats convoqués pour être jugés, et un éléphant qui finira pendu à l'aide d'une grue. Bienvenue dans les histoires vraies de minuit. Nous sommes en Normandie, à Falaise, réveillon de Noël 1385. L'air est chargé d'une humidité donnant une morsure poisseuse. Une bâtisse de pierre de la Ferté-Massé au mur épais vient de passer un réveillon simple et religieux comme il est d'usage en pleine guerre de 100 ans. Il est plus de 4 heures du matin. On dort d'un sommeil de plomb. Dehors, dans les ruelles, les cochons sont occupés à nettoyer la ville. Faut comprendre ça, les porcs ne sont pas parqués, ils errent. Ce sont les éboueurs du village. Ils nettoient, ils dévorent les restes, les ordures, tout ce qui peut corrompre l'air. C'est dans l'ordre normal des choses au Moyen-Âge. C'est une symbiose acceptée depuis des générations. Ça remonte aux Gaulois. Les cochons errent la nuit, la ville leur appartient. Dans la pénombre de la bâtisse, près de la cheminée où rougeoient encore quelques braises du réveillon, il y a un berceau. Un nourrisson de 3 mois dort de ce sommeil lourd, sans rêve des tout-petits. Ses parents l'ont laissé profiter de la douce chaleur de l'âtre. Et le drame est bien là. Le petit s'appelle Jean. Jean, le fils de Jouvet, le maçon. En cette nuit de Noël, alors que la ville attend la naissance du Christ, une truie franchit le seuil de la maison. Elle n'est pas une intruse. Jouvet la nourrit d'épluchures en temps normal. Elle fait partie du paysage, mais cette nuit-là, l'ordre naturel va basculer. Va basculer dans l'horreur. La porte n'était pas bien fermée, certainement quand Jouvet est allé chercher le bois de chauffage. Les mains chargées, il a mal refermé la porte en la poussant de son sabot. Alors la truie l'a poussée dans la nuit, de son groin. Elle entre. L'obscurité est presque totale. Quelques braises rougeoient dans l'âtre, projetant des ombres. Elle avance et explore. Elle cherche de quoi rassasier sa faim. Avec les repas du réveillon et la messe de minuit, les gens étaient affairés, les ordures donc n'ont pas été sorties. Et un cochon a toujours faim. Alors la truie cherche, puis elle marque un arrêt. Elle vient de percevoir une odeur. Elle se retourne. C'est un mélange de lait et de viande. Le corps chaud d'une créature vivante. Elle avance, cherche, se dirige vers le berceau. Lorsqu'elle a fait exactement, les rapports du bailli l'ont noté, simplement. En quelques mots crus et définitifs. Elle a dévoré le visage de l'enfant, et le bras aussi. Le petit Jean, le maçon, mettra presque une journée à mourir de ses terribles blessures, en silence. Jouvet le maçon pensait à lui à ce moment précis. Il a été réveillé par les cris de son fils. Il est descendu. Son fils de 3 mois complètement massacré. Le visage en sang, le bras pendant. Il sait qu'il ne survivra pas. Le corps est lacéré, meurtri, méconnaissant. Il devient fou, il cherche, il voit la truie. La truie est là dans la cour, elle a du sang partout. Elle grogne encore peut-être, de contentement. Elle ne sait ment. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait, elle avait faim, elle a mangé, elle ne sait rien, c'est une truie. Alors maintenant, mettez-vous à la place de Jouvet. Votre enfant vient d'être dévoré. La truie est là, elle est maculée de sang. Il y a une hache à proximité. Il y en a toujours dans une ferme. Alors vous prenez la hache, vous allez vers l'animal, vous la tuez, un coup, peut-être 2, pour être sûr, c'est fini, la truie est morte. Justice est faite. Vous avez vengé votre fils. Reste la douleur. Mais c'est terminé. C'est ce que ferait n'importe quel père. C'est ce que ferait n'importe quel père aujourd'hui. Probablement. Sauf qu'en 1385, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y avait un problème. Un seul. Ce problème était immense, incontournable, gravé dans la pierre des lois. Le livre de l'Exode est clair. Lisez-le. C'est écrit. C'est dans la Bible.
Si un animal tue un homme, l'animal doit être jugé. Jugé, pas tué, pas abattu en silence, jugé par la justice, par un tribunal en public devant des témoins, devant la loi. Ce n'était pas une coutume locale, une habitude qui changeait d'un village à un autre, d'une province à une autre, non. C'est la loi de Dieu, la loi divine, écrite, immuable. On ne discute pas la loi. Jouvet le maçon le savait, tout le monde le savait, il n'y avait même pas à chercher. Alors, Jouvet le maçon, malgré sa douleur, malgré ce qui devait être une rage absolue, enferme la truie dans la cour et part chercher les autorités. Quand arrive le bailli, il leur dit « Nous devons juger cette truie, c'est la loi. » La truie est donc arrêtée. Elle est enchaînée. Les chaînes s'enroulent autour de son corps. Vous imaginez l'animal qui ne comprend rien, se débat, il grogne, enchaîné, on est devant le vicomte Regnault Rigaud. C'est Rigaud qui tranche. Un vrai procès donc va s'ouvrir en janvier 1386. Alors nous voilà partis pour 9 jours d'audience, pour une truie affolée qui grogne et hurle sous ses chaînes. 9 jours. C'est du temps que personne n'a vraiment, mais c'est le temps que va réserver la justice au sacré. Et voilà que ces 9 jours vont être consacrés en France à cette truie. On va lui nommer un avocat. Un véritable avocat, pas un fantoche, quelqu'un qui sait plaider. Il est commis d'office, son nom n'a pas été retenu par les historiens, mais il n'était pas dénué de logique, rappelant son animalité, et l'impensable de prétendre que cela aurait été fait exprès. C'est dommage parce que c'était un homme plutôt courageux, il a accepté ce rôle, il s'est levé dans cette salle, devant le vicomte, devant l'église, devant les témoins, tous les regards étaient braqués sur lui. Des regards de paysans affamés, de gens en deuil. Il a défendu cette truie enchaînée qui grognait dans le box des accusés, 9 jours durant, et d'une manière plutôt véhémente. Qu'est-ce qu'on peut dire pour défendre une truie accusée d'un crime anthropophage? Quel argument vous présentez? Quel plaidoyer? On ne sait pas vraiment, les archives ne nous le disent pas, c'est juste la tradition orale qui a remonté que cet avocat a plaidé le bon sens, donc à la limite de ce que l'Église aurait pu accepter. Mais la plaidoirie a été écoutée, et au bout de 9 jours, le vicomte rend son verdict. Coupable. La truie est coupable. Rigaud ne condamne pas simplement la truie à être abattue. Non, il n'y a aucune simplicité ici. Il applique quelque chose de très ancien, de biblique. La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, visage pour visage, 100%. Le vicomte Rigaud ne s'arrête pas là. Il a une conviction ancrée en lui, une certitude. Il croit que les animaux comprennent, qu'ils apprennent. Alors, avant l'exécution, il envoie des messagers dans toutes les fermes des alentours. Il demande aux paysans de venir. De venir, mais de venir avec leurs cochons. Tous les porcs de la région, il les fait venir tous. Il est convaincu que ces cochons vont regarder ce spectacle et apprendre de cela, qu'ils vont regarder et comprendre et qu'ils ne recommenceront jamais. Vous pouvez la voir, cette scène, des paysans traînant des cochons à travers tous les chemins, des cochons qui se débattent, peut-être, des cochons réunis, tous forcés de regarder comme une leçon gravée dans le corps de l'un d'entre eux. Alors le bourreau s'avance. Il prend sa hache, et à la place de Jouvet le maçon, à la place du père qui aurait pu tuer la truie dans sa colère, dans sa douleur, c'est la justice elle-même qui va infliger le châtiment. Symétrique. La loi du talion, le reflet du crime. Il lève sa hache et l'abat avec une précision pour lui trancher le groin. Puis il se saisit d'un couteau, un couteau de boucherie, et il lui taillade la cuisse à la décrocher. Les hurlements de douleur de la truie font écho aux cris du petit. Puis après la torture, il y a ce détail que vous devez bien comprendre. Le bourreau pose sur la tête, sur la hure, un masque à figure humaine. Parce que la loi du talion ne peut fonctionner qu'entre égaux. Vous ne pouvez pas appliquer une loi humaine à une bête, sauf si vous la rendez humaine, sauf si vous la
transformée en criminelle. Alors on lui met un masque et comme ça, elle peut être jugée, exécutée. Puis, il la pend. La truie meurt pendue avec un masque humain sur le visage comme un meurtrier, comme un criminel qui a répondu de ses actes devant la justice. Ce jour-là, le bourreau reçut 10 sous et une paire de gants neufs. C'était le prix de la justice, c'était le prix du sang versé, c'était la compensation pour avoir fait le travail. Quelques semaines plus tard, Rigaud fait peindre la scène sur le mur de l'église Saint-Gervais. Il l'a fait peindre pour que ça reste, pour que ce ne soit jamais oublié. Chaque paroissien qui entre dans cette église voit la truie, voit le masque humain, voit le groin tranché, voit le rappel de ce que la justice fait quand un animal tue. C'était écrit, c'était peint, c'était là à jamais, gravé dans la pierre même de l'église. Des siècles passent, vous traversez le Moyen-Âge, vous arrivez à l'époque moderne, le 19e siècle en Amérique. Un historien américain, Edward Payson Evans, retenez ce nom, parce qu'il va nous ouvrir les yeux. Cet homme a passé sa vie littéralement à fouiller les archives, les monastères, les greffes de tribunaux, à lire les parchemins, les vieux documents poussiéreux de 12 pays différents. Il a creusé, cherché, lu, document après document, procès après procès. Et vous savez ce qu'il a trouvé ? Près de 200 procès d'animaux. 200 sur 1000 ans. Ce qui s'était passé à Falaise, cette nuit de 1385, ce n'était pas une exception, pas un moment de folie d'un juge, c'était une règle. C'était un système. C'était ce que la justice était obligée à faire. À Bâle, en 1474, donc grosso modo une centaine d'années après Falaise, on va juger un coq, un simple coq. Pas très spectaculaire, pas très effrayant, un coq, comme tous les coqs, sauf qu'une nuit, ou un jour, on ne sait pas exactement, ce coq a pondu un œuf. Attendez, un coq qui pond, vous savez que c'est impossible, tout le monde le sait, même à l'époque. Même en 1474, les gens savaient que c'était impossible, mais ils l'ont vu. Enfin, du moins, ils ont cru le voir, ou ils ont voulu le voir. Et une fois qu'on a vu une chose impossible, et que la rumeur enfle, et que vous êtes interrogé, vous ne pouvez faire machine arrière. Il faut dire que cette affaire est sérieuse, si c'est exact. De cet œuf va naître une créature, un basilic. Vous connaissez le basilic ? Alors je ne vous parle pas de la plante aromatique, je vous parle d'une créature légendaire, un roi des serpents. On dit qu'il peut tuer d'un seul regard. Bref, c'est un peu l'arme biologique de l'époque, avant la lettre. C'est donc la terreur absolue. Alors le coq est condamné. Brûlé vif sur la place publique, avec l'œuf, les deux ensemble, père et fils selon les dires, réduits en cendres pour que jamais ne naisse cette créature abominable. Bourgogne, 1510, un jeune avocat, 30 ans, il s'appelle Barthélemy de Chasseneuse. Cet avocat doit défendre des rats, des milliers de rats. Des milliers de rats qui ont ravagé 3 années entières de récolte dans tout le diocèse d'Autun. 3 ans. 3 ans, c'est long. Les gens font le compte, 3 récoltes, 3 ans sans pain suffisant, 3 ans de misère progressive. L'évêque, c'est l'évêque qui juge à cette époque dans les terres d'église, l'évêque a décidé que ça suffit. Il décide donc de juger les rats, de les poursuivre, de les condamner comme on condamne un meurtrier. Et il fallait quelqu'un pour les défendre. Barthélemy a accepté. Premier jour du procès, le juge est assis devant lui. Et dans la salle, les paysans, les gens du diocèse, des gens affamés, souffrant, attendant que justice soit faite, attendant que la punition arrive, attendant que les rats soient éliminés. Les rats ne viennent pas. Les rats ne viennent pas au procès. Barthélemy se lève. Et là, à ce moment, il montre pourquoi il va survivre à travers les siècles. Pourquoi son nom va être recopié, étudié, enseigné. Il montre pourquoi les universités vont
retenir ses arguments. Il dit que ses clients, les rats donc, n'ont pas été convenablement convoqués, que une seule citation en un seul endroit ne suffit pas, que c'est insuffisant, que c'est injuste, que les rats sont dispersés dans des centaines de granges, dans des centaines de maisons, partout dans le diocèse. Comment peut-on exiger d'un accusé qu'il comparaisse s'il n'a pas été correctement informé? Comment peut-on le poursuivre en justice si on ne l'a pas recherché, partout où il pourrait se cacher? C'est la logique même que la justice qu'il énonce. C'est la justice elle-même qui parle par sa bouche. Le tribunal lui donne raison. Il recommence. Les convocations sont affichées dans chaque chapelle, chaque marché, chaque coin du diocèse. Les rats doivent savoir, les rats seront informés. Des officiers les lisent à haute voix devant les granges, pour que même les rats les plus ignorants ne puissent pas dire qu'on ne les a pas cherchés. Deuxième séance. Les rats ne viennent toujours pas. Barthélemy se lève une deuxième fois, et cette fois, il dit quelque chose qui va tout changer. Quelque chose qui va au-delà d'une simple querelle juridique. C'est une vérité implacable. Il dit que ses clients ont peur, que les chemins sont dangereux, que les chats les guettent. Des chats partout, des chats qui mangent des rats, des chiens errent dans les maisons, les routes ne sont pas sûres pour un rat. Et la loi, quelle que soit la loi, même à justice divine, la loi ne peut pas exiger d'un accusé qu'il comparaisse si sa vie est en péril sur le trajet. Et si le simple fait de se déplacer signifie la mort, c'est une logique imparable. C'est irréfutable. Et donc l'affaire est suspendue. Elle ne reprendra jamais. Jamais. Barthélemy n'a pas sauvé les rats. Enfin, pas vraiment. Les rats ont continué à ravager les récoltes, la vie des paysans a continué à être difficile, rien ne s'est réellement miraculeusement amélioré pour personne. Mais quelque chose s'est passé, quelque chose d'invisible, quelque chose d'énorme. Ces arguments ont survécu, transcrits dans des manuels du droit, étudiés dans toutes les universités de droit d'Europe, d'Allemagne, de France, d'Italie, bref, partout, et pendant des siècles. Cet avocat qui avait osé défendre les rats, qui avait défendu quelque chose de méprisable, de rejeté, d'impur, ces mots ont traversé les siècles. Ces idées ont influencé la pensée juridique même profonde de notre droit. Elles ont jeté les bases de ce que la justice allait devenir. Et Barthélemy, ce jeune avocat qui avait pris la défense des rats, il est devenu président du Parlement de Provence. De prisonnier du ridicule, il est devenu l'une des plus hautes autorités juridiques de son époque. Vous voyez comment ça marche? Comment les petites choses, apparemment insignifiantes, comme elles deviennent les grandes choses. Comme un procès de rat finit par changer la justice elle-même. Comme une voix qui parle de quelque chose de méprisable devient une voix qui fait trembler les fondations du pouvoir. Alors il faut finir, enfin, pas tout à fait. On arrive sur une époque plus contemporaine. On va dans le Tennessee, en Amérique du Nord, et en 1916. Tennessee, Amérique du Nord, 1916. Une ville, dans cette ville, un cirque. Dans ce cirque, une bête, une éléphante. Elle s'appelle Marie. Marie pèse 5 tonnes, 5000 kilogrammes de chair et d'os et de force brute. 5 tonnes de muscles, de puissance, capable de soulever un wagon, capable de renverser une maison. Marie pèse 5 tonnes. Mais Marie n'est pas libre. Elle est domptée, dressée. Elle a un dresseur, un homme. Son travail, la contrôler, la faire obéir, lui faire faire des tours, la rendre docile. Docile sous le poids d'une baguette, d'un pic, d'un fouet. Son nouveau dresseur arrive. Et ce dresseur, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il la frappe. Il la frappe une fois, peut-être qu'elle n'a pas compris un ordre, peut-être qu'elle s'est rebellée. Enfin, on ne sait pas, mais il la frappe, ça, c'est sûr. Il la frappe une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à la fois de trop.
jusqu'au moment où quelque chose bascule en elle, jusqu'au moment où la douleur, l'humiliation, la rage accumulée, parce qu'on ne dresse pas une éléphante sans accumulation. Tout ça se déchaîne d'un coup. Elle le tue. Elle le tue comme la truie de Jouvet le maçon. Elle tue son ennemi, elle tue celui qui l'a frappé. La ville va exiger justice. Elle doit mourir, dit la ville. La justice doit être faite, une punition, la mort. Ça paraît simple. Ça paraît l'être. Alors, ils prennent des fusils. La foule se rassemble. Les armes sont partout. 3 hommes se mettent devant l'éléphant. Ils épaulent et ils tirent. Ils essayent de la tuer d'une balle. Enfin, de 3. Mais une balle ne suffit pas, ni même 3. Vous comprenez, une balle n'est rien pour 5 tonnes. C'est comme piquer un buffle avec une épingle. L'éléphant ne meurt pas. Elle se demande peut-être ce qu'il se passe. Peut-être qu'elle sent même une douleur, mais une balle n'est pas suffisante pour arrêter une créature aussi énorme. Alors il tire encore et encore. Et encore rien. L'éléphant ne meurt pas. Elle est blessée, mais elle ne meurt pas. Alors, on va faire venir une grue industrielle énorme, métallique, construite pour déplacer des choses mortes, des objets, pas des êtres vivants. On va passer une chaîne autour du cou de Marie. Vous devez voir ça, enfin du moins vous devez l'imaginer. La chaîne se resserre, elle s'enroule. Marie sent la pression, elle sent qu'on va la tuer. Il n'y a rien à faire. Des milliers de personnes regardent, peut-être 10 000, peut-être même plus, tous venus voir. C'est un spectacle dégoûtant. C'est la justice, la vengeance. La grue se lève, se cabre, et Marie s'élève. La chaîne se tend, et se tend, et se tend encore. Et Marie meurt, pendue comme la truie de 1385. Comme si rien n'avait changé. Comme si 500 ans n'avaient rien fait du tout, comme si l'humanité n'avait rien appris, comme si la justice était toujours la même, malgré la science. Venger le sang par le sang, tuer l'animal qui a tué, faire souffrir celui qui a fait souffrir. Marie meurt, pendue devant 10 000 personnes. Et encore, dans certaines histoires, elle aurait été pendue 2 fois. La première, la chaîne aurait cassé, la pauvre éléphante aurait eu la hanche brisée, et ce ne serait qu'à la 2e pendaison que sa fin fut annoncée. Personne n'avait pensé à un avocat. Personne n'avait pensé à la défendre. À cette pauvre vie dans un cirque à essayer de contenter la gente humaine. Alors, on va essayer de finir par quelque chose de positif. Je vais vous raconter l'histoire de Maurice. Nous sommes en 2019, sur l'île d'Oléron, en France. 634 ans après la ferme de Jouvet le maçon. Après la nuit du berceau, après les 9 jours de procès, après le masque, après le bourreau, à quelques kilomètres. Une île, une petite île au large, des maisons, avec des gens qui vivent là-bas, des gens ordinaires. Il y a un coq qui s'appelle Maurice. Un coq pas bien grand d'ailleurs. Il est petit, ordinaire, il a franchement rien de spectaculaire. Et rien de meurtrier. C'est juste un coq qui fait ce que les coqs font depuis la nuit des temps. Il vit sur une île, il mange, il dort, et le matin il chante. Il chante parce que c'est ce que font les coqs, c'est leur nature, c'est leur rôle. Il n'y a rien de criminel ni d'intentionnel, c'est juste un coq qui chante le matin, comme depuis la nuit des temps. Mais ses voisins, eux, l'attaquent en justice. Car le coq chante trop tôt pour des Parisiens qui viennent en vacances ou en retraite. Il chante trop fort, il nous réveille, il nous fait du bruit, il nous dérange, il nous empêche de dormir. Ça suffit, il faut qu'il arrête.
Il demande au tribunal de Rochefort donc de faire taire le coq. Et le tribunal écoute. Il y a un procès, un vrai procès encore, mais cette fois pour le chant du coq. Pour Maurice, enfin du moins pour ses propriétaires. Et le tribunal va trancher. Enfin, un peu de logique. Maurice a le droit de chanter. C'est la première fois, je dis bien la première fois en 634 ans, que la justice ne condamne pas, que la justice ne tue pas, que la justice ne punira pas. C'est la première fois que la justice prend fait et cause pour un animal au lieu de le condamner. Maurice peut donc chanter, le coq a gagné, il a le droit de vivre, comme un coq. Il a le droit de faire ce que tous les coqs savent faire, c'est accepté, reconnu, protégé. On juge encore des animaux, mais cette fois, c'est pour les défendre, pas pour les tuer, pas pour nous contenter, mais ni pour infliger une vengeance, mais pour protéger ce qu'ils sont, pour laisser vivant ce qui veut vivre. C'est une justice différente, une justice qui a appris quelque chose. Et voilà l'histoire. Alors, du début à la fin, de Jouvel-Masson à Maurice, de la truie au coq, de la mort à la vie, de la vengeance à la protection. Pendant des siècles, presque 1000 ans, la justice a jugé les animaux. Elle les a poursuivis, elle les a exécutés, elle a cru qu'ils avaient une responsabilité morale, qu'ils comprenaient la loi, qu'ils pouvaient donc être punis, qu'on pouvait même passer des accords avec eux. C'était bizarre, c'était incompréhensible pour nous. Aujourd'hui, c'est absurde. Mais peut-être que cette vieille sagesse contenait quelque chose de vrai, quelque chose que nous avons perdu, quelque chose que nous oublions un peu chaque jour. Peut-être que cette absurdité était en réalité une sagesse qui reconnaissait que nous partageons ce monde avec des créatures, que nous ne pouvons pas simplement les écraser sans qu'il y ait une trace, qu'il y ait une justice à cela. Quelque chose qui dépasse la simple vengeance. Et Maurice Lecoq, assis tranquillement sur l'île d'Oléron, chante le matin parce qu'il est un coq. Maurice nous le rappelle. Maurice nous le rappellera chaque jour. Bonne nuit, mes amis.